On va commencer notre atelier, donc qui, je vous le rappelle, s'intitule « Quelle responsabilité de l'extrême gauche révolutionnaire face à l'émiettement des luttes et au morcellement des organisations ?» On va donc intervenir à 3 voix. Donc moi-même, Armelle, je suis professeure des écoles dans le 92 et membre du CE. Il y aura Damien, cheminot à Lille, et Isabelle à Bordeaux, membre du CPN, donc de la Direction nationale de l'organisation. Damien et moi allons intervenir à 2 voix en alternant, puis on finira avec l'intervention d'Isabelle. Le but de cette discussion étant évidemment de faire... elle tombe très bien puisque à quelques encablures de la rentrée et de toutes les discussions qui se posent autour de la date du 10 septembre, mais pas seulement, l'idée est de revenir sur des expériences qui tentent de rompre avec le morcellement et l'émiettement, d'une part, et de voir ensuite quel est le rôle qui devrait être indispensable et à tout le moins nécessaire des militantes et des militants révolutionnaires. Donc pour commencer, je donne la parole tout de suite à Damien. Salut à toutes et tous. Évidemment, l'année qu'on a connue, 2024-2025, elle n'a pas été marquée par un mouvement général comme celui qu'on a pu connaître en 2023 avec les retraites ou comme celui des Gilets jaunes. Donc forcément, ça implique un peu d'emblée un certain nombre de difficultés dans le rapport de force et un sentiment qui existe quand même chez beaucoup de travailleurs que l'offensive patronale et gouvernementale, elle n'a pas eu de contestation profonde qui aurait eu la force de s'opposer à cette politique. Alors évidemment, à un certain niveau, c'est tout à fait vrai, et le problème général de la situation, ça reste celui de la nécessité d'un mouvement d'ensemble qui soit capable d'imposer les revendications et les intérêts des travailleurs. Mais ceci étant dit, est-ce qu'il n'y avait aucune possibilité de faire autrement et de bousculer un petit peu le paysage, quelque part de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière de l'année écoulée du point de vue de la lutte des classes? Alors de notre point de vue, la réponse, elle est forcément un peu oui. Il aurait été possible que les choses se déroulent autrement. Alors bien sûr, ce cadre-là que je viens d'évoquer, pas de mouvement général, ça implique un petit peu des choses sur le terrain de ce qu'on va essayer de discuter là en termes de bilan et de perspective, c'est-à-dire d'une orientation, d'une politique de tentatives qui ont été toutes quelque part à un certain niveau et qui, dans une configuration différente, dans un mouvement général ou dans d'autres types de situations politiques, se poseraient complètement différemment. Mais du coup, l'idée un peu qu'on a eue, pour ne pas en rester trop à des généralités ou à des yaka faucons, c'est d'essayer de tirer le bilan de cette politique sur l'année écoulée et d'essayer de discuter de la rentrée à venir du point de vue de nos responsabilités face donc à cet émiettement des luttes et d'une certaine manière à cet émiettement de la gauche révolutionnaire. Alors, je vais intervenir principalement dans un premier temps sur la question des licenciements. Le cadre général, vous le connaissez tous, la CGT annonce 300 000 emplois supprimés, des fermetures d'usines en cascade, etc., etc. On a connu cette année, dans un certain nombre d'endroits, des résistances à Emma France, à Michelin, à Valeo, à Vancorex, à ArcelorMittal, à Wallorbony, etc., etc. Ces résistances, ça combinait des grèves longues, des actions, des mobilisations diverses, mais l'expression d'une colère ouvrière face à ces licenciements. Et en parallèle de ça, il n'y a eu strictement aucune initiative centralisée de la part des directions syndicales, et en particulier de la CGT, pour faire face à cette situation de licenciement, à part une qui était le rassemblement de ces boîtes menacées au Salon de l'Automobile en octobre 2024. Mais cette initiative, la CGT l'a placée immédiatement, non pas sur le terrain de la construction du rapport de force, mais sur le terrain de la perspective de nouveaux projets industriels pour la France. Autrement dit, comme l'a si bien dit Sophie Binet, il nous faudrait, nous en France, une petite bagnole électrique pas chère pour pouvoir être de nouveau compétitifs sur la scène internationale. Évidemment, pas du tout notre politique, et plutôt la rengaine nationaliste et protectionniste qui, au final, est un peu la même que celle que l'extrême droite peut développer et qui pèse quand même sur le moral de la classe ouvrière. Alors là-dedans, nos tentatives. Déjà, il faut dire qu'on n'a pas été les seuls à en faire. Il y a un certain nombre d'autres courants syndicaux qui ont tenté de les faire. Par exemple, ce qu'on pourrait appeler la politique d'un certain syndicalisme dit combatif. Bon, je mets des guillemets, mais c'est pour aller vite. La FNIC, la Fédération nationale des industries chimiques, qui est la fédération de la CGT de la chimie, a tenté de proposer une politique un peu plus centralisée.
L'Union départementale du Nord a aussi tenté de proposer des choses. Mais à chaque fois, cette politique, je passe un peu vite dessus, elle a consisté à mettre des préalables à la lutte des travailleurs. Pour la FNIC, c'était mettez-vous en grève et après, on pourra se coordonner. Pour l'Union départementale du Nord, autour de la lutte à ArcelorMittal, c'était soyez tous d'accord avec le mot d'ordre de la nationalisation et après, on pourra faire des choses ensemble. Notre politique, nous, on a essayé de la situer un petit peu à un autre niveau et à un autre plan. Alors, je le dis aussi pour que les camarades aient un petit peu en tête de comment les problèmes se sont posés pour nous. Dans les entreprises que j'ai listées qui ont été en lutte ou qui se sont posé le problème de l'être, dans la plupart des cas, nous n'avions pas de présence directe dans ces entreprises, de camarades militants, ouvriers, dans ces usines et dans ces secteurs. Donc forcément, une limite un peu objective à nos possibilités, qui ne doit pas être une fatalité, hein, par ailleurs, pour le développement de notre parti à l'avenir. Mais nous avons quand même cherché à tisser des liens, forcément un petit peu plus de l'extérieur, soit des liens en se rendant sur place, en tissant des liens de confiance directement avec des équipes syndicales que nous ne connaissions pas forcément déjà, comme par exemple les camarades de Vancorex, que les camarades de Grenoble ont rencontrés dans le feu de l'action et ont réussi à tisser des liens de confiance, des liens politiques pour essayer de discuter des possibilités. Avec les camarades de Michelin, où pour le coup, les camarades de lutte ouvrière étaient présents dans la bagarre et nous avons pu tisser des liens pareils de travail militant d'une certaine manière, ou avec d'autres entreprises comme par exemple les salariés de MA France qui sont un sous-traitant notamment de l'automobile, et donc nos camarades de l'automobile ont déployé des efforts dans ce sens. En gros, tout l'enjeu pour nous, ça a été, au travers de ces liens, de proposer une politique qui consistait à sortir du boîte par boîte, de la résistance locale et des tentatives aussi vaillantes ou même radicales d'une certaine manière et combatives qu'elles puissent être à un niveau local, mais qui ne permettaient pas de s'opposer réellement au patronat. En gros, pour permettre aux travailleurs d'envisager le rapport de force à un autre niveau, pour leur donner les moyens d'imposer quelque chose au patronat, il fallait franchir quelque part un petit peu d'emblée un certain échelon. Autrement dit, faire qu'une entreprise en appelle à d'autres, par exemple. C'est les efforts que nous avons essayé de proposer aux entreprises au Salon de l'Auto en octobre 2024, en essayant de dire que cette initiative qui existait aurait pu être l'occasion pour des travailleurs en lutte, comme par exemple les camarades de MA France, de en appeler à d'autres, de se coordonner, de faire des propositions pour chercher à dépasser l'isolement que les uns et les autres pouvaient connaître à ce moment-là. Nous avons aussi, comment dire, les camarades aussi se sont posé le problème à tous les niveaux d'essayer de tisser des liens réels, de faire que les travailleurs puissent tisser des liens réels entre eux quand ils étaient en lutte. Par exemple, il a pu exister, cela a pu déboucher sur des rencontres qui se sont tenues sur Zoom de manière ponctuelle, mais qui ont eu le mérite d'avoir lieu entre des travailleurs de Michelin, de Valeo, de Poissy, qui ont pu du coup commencer à échanger sur les problèmes respectifs qu'ils avaient et comment y faire face. Mais malheureusement, à cette étape, toutes ces tentatives que les équipes syndicales, les équipes de travailleurs en lutte ont pu tenter et que nous avons essayé d'aider tout simplement et se mettre un petit peu au service de ces tentatives-là, n'ont pas pu être quelque part couronnées de succès. Autrement dit, aucune de ces possibilités n'a pu aller jusqu'au bout et nous n'avons pas réussi, quand je dis nous, c'est au sens général des travailleurs impliqués, aller jusqu'au bout et voir ce que ça aurait pu donner si un groupe de travailleurs en lutte s'était effectivement lié à d'autres. Alors tout cela, ça n'empêche pas que c'est ce que nous avons essayé de faire à toutes les étapes de la lutte. Entre guillemets, pardon, pas entre guillemets, mais autrement dit, à cette étape, donc dans la situation précise, l'enjeu pour nous était de ne mettre aucun préalable à la possibilité à ce que des travailleurs se parlent et tentent d'échanger, voire de se coordonner. Aucun préalable sur le terrain des modalités de la lutte, mais aucun préalable sur le terrain des revendications. Parce que oui, évidemment, tout ne se vaut pas sur le terrain de la lutte des classes et nous le savons bien. La perspective de la nationalisation d'ArcelorMittal n'est probablement pas une solution pour sauver les emplois. La lutte pour des indemnités extra-légales que beaucoup de travailleurs revendiquent quand ils sont menacés de fermeture de leur usine ne permet pas effectivement de sauver l'emploi. Mais à cette étape, quelles que soient les revendications que les uns et les autres, les travailleurs ou les équipes militantes peuvent avoir en tête, quelque part, tout à leur manière, tentent de contester les plans du patronat, d'opérer une saignée dans l'emploi dans ce pays. Et donc, d'une certaine manière, pour nous, à cette étape, c'était un mot que je répète beaucoup, comme vous l'avez constaté,
il n'y avait pas d'enjeu à imposer des préalables aux uns aux autres pour tenter justement de tisser ces liens. Alors bien sûr, ne pas mettre de préalable ne signifie pas l'opportunisme, bien au contraire. Et nous avons pu discuter politiquement, y compris pied à pied, avec tous ces militants, tous ces camarades, des possibilités, des revendications, et les critiquer, y compris de manière politique dans notre presse. Alors pour terminer sur ce premier bout, évidemment tout ça c'est le bilan mais c'est aussi l'avenir et dès la rentrée tout ça va se reposer à une toute autre échelle, peut-être encore plus démultipliée. Et donc il faudra de nouveau aller chercher à se lier de manière y compris volontariste à des travailleurs qui entreront en lutte autant faire que se peut. Par exemple à Lille, nous avons connu une mobilisation d'une entreprise de 200 ouvriers qui s'appelle Exide et qui, pareil, est menacée de fermeture. Et les camarades, pour le dire vite, mais on pourra décrire plus spécifiquement dans la discussion, ont tenté de se lier, c'est-à-dire d'aller sur place plusieurs fois par semaine, pendant 2 semaines au moins, pour comprendre qu'est-ce qui se passait, qui étaient les travailleurs menacés de licenciement, quelles étaient leurs revendications, et au travers de ces tentatives-là, tout simplement, d'échanger sur les possibilités. Tout ça ne donne pas forcément des choses miracles, évidemment, mais c'est un peu l'une des tâches qui nous attend. Et la question sera de pouvoir être en situation de généraliser ce genre de tentative à partir de septembre. Alors moi, dans la foulée de ce que disait Damien, je vais enchaîner là-dessus en essayant d'abord de comprendre que cette question de comment rompre avec la fatalité du morcellement et de l'émiettement, c'est évidemment pas une question, une espèce de lubie ou de marotte qui se pose à nous aujourd'hui en 2025. C'est un élément constitutif de l'analyse que font et qu'ont fait les militantes et les militants révolutionnaires. C'est même une longue histoire, on pourrait dire, pour les communistes révolutionnaires que de chercher à favoriser le regroupement des forces au sein de notre camp social. En partant d'une idée tout à fait basique et élémentaire, on aurait envie de dire, qu'est la nécessité de défendre l'unité de la classe ouvrière pour être plus forte et plus fort, tout simplement, face à nos ennemis que sont les capitalistes. Et donc, à ce titre-là, dès le manifeste du Parti communiste, Marx et Engels le caractérisaient de cette manière-là, parce qu'elle doit prendre le pouvoir, donc la classe ouvrière, c'est-à-dire pour accéder à son émancipation et à une société débarrassée de l'exploitation et des oppressions, cette classe ouvrière doit réaliser son unité. Et à l'échelle des 10 dernières années, si on veut partir de là sans remonter trop dans le temps, ou bien même en remontant un peu à l'échelle des 20 ou 30 dernières années, cela s'est traduit dans des mobilisations par des expressions un peu actualisées, mais qu'on a sûrement en bouche et en tête les uns, les unes et les autres: frapper ensemble, sortir du boîte par boîte, comme le disait Damien, tout en menant une opposition à la politique d'éparpillement de nos ripostes et de nos luttes, telles qu'elles sont menées par les directions syndicales. Alors évidemment, une telle politique, elle implique qu'il y ait des luttes, mais soyons aussi un peu, ayons un peu aussi les yeux ouverts. En tout cas, en France, les luttes sont multiples, sont quasi permanentes et constantes, même si elles sont le plus souvent à de petites échelles, des échelles locales, géographiquement, des échelles sectorielles, des échelles du moi dans mon bureau quand je suis postier, moi dans mon dépôt si je suis cheminot, moi dans mon école si je suis enseignant, moi dans mon service si je suis à l'hôpital, et j'en passe et des meilleurs. Mais en tout cas, elles existent. Et donc, cela nécessite une politique consciente des militants, d'une politique de prise d'initiative et de démarche de saisir les occasions à des moments donnés où la situation sociale, en lien avec une certaine accumulation d'expérience de lutte, le permet largement. Et si on reprend encore l'histoire, si l'on se remet bientôt maintenant 10 ans en arrière avec la mobilisation contre la loi travail, la loi El Khomri, jusqu'aux dernières épreuves de force qu'il y a eu contre les réformes des retraites 2019-2020 ou bien 2023, on a vu qu'au fil des années, des accumulations de ces épreuves de force, se sont constituées des franges déterminées de notre camp social, de la classe ouvrière, de la jeunesse, à engager la bagarre face au renoncement, voire à une adaptation totale des directions syndicales
alors que la violence et l'offensive capitaliste sont, si ce n'est sans précédent, en tout cas d'une énorme force. Donc mener une politique de regroupement, c'est en fait ni plus ni moins tenter de constituer un pôle ouvrier. C'est un peu l'actualisation de la nécessité d'unifier notre classe. Dans quel but ? Évidemment, le but de l'aider à remporter des batailles et à minima à tenir le choc, à tenir la dragée haute, à mener le combat face à ses adversaires, et dans un contexte où le rapport de force lui est défavorable, c'est-à-dire qu'il est quand même largement du côté de la bourgeoisie, mais où les occasions existent aussi pour inverser la tendance. Alors, pour illustrer un petit peu cela, bien sûr, j'aurais pu prendre, comme dans le cadre d'une formation très longue, tout un tas d'exemples sur ces dernières années, en plus de ce qu'a cité Damien et qui est évidemment d'une actualité criante puisque ce sont les expériences de cette année. J'aurais pu citer aussi ce qui a été fait par nos camarades du travail social dans la volonté d'unir un peu ce secteur hyper éclaté avec les rencontres nationales. J'aurais pu citer les différentes grèves des postières et des postiers du 92, mais au-delà, qui partant de l'idée dans un département de sortir du bureau par bureau, ont essaimé dans bien d'autres départements cette idée-là qu'on avait un même patron, donc un même combat et des modalités communes d'action pour tout foutre en l'air. J'aurais pu citer les différentes expériences d'Interpro qui, depuis 2016, sans remonter plus loin, mais depuis 2016, qui a été quand même un marqueur, se sont mis en place avec une idée. C'est pas parce que la grève est minoritaire dans notre secteur qu'elle doit être inexistante ou qu'on doit baisser les bras, mais l'agrégation, l'accumulation, la mise ensemble de ces travailleurs, de ces travailleuses en grève, quel que soit leur secteur et leur syndicat, est un élément de force pour la construction de la mobilisation. Mais j'ai fait le choix de prendre l'exemple le plus récent de tentative de cette politique, au-delà de ce qu'a dit Damien, c'est la mobilisation qui s'est construite contre la répression et pour la réintégration de 2 de nos camarades, contre la répression de 5 postières et postiers à la Poste dans le 92, et pour la réintégration de 2 de nos camarades, Yann et Gaël, parce qu'il s'agit de juin et juillet, mais aussi parce qu'elle oblige à dérouler toute une politique qui n'est pas juste une politique de one-shot de 2 mois, mais qui est l'accumulation de liens tissés au fil des années, des expériences et des mobilisations avec d'autres que nous, dans une frange bien plus large de la classe ouvrière que les seuls révolutionnaires, mais où l'élément déterminant d'une orientation telle que l'ont discuté les camarades de notre parti fait la différence sur les axes de mobilisation, sur la manière de mobiliser, sur la manière de voir la bagarre qu'on entame, là en l'occurrence avec d'un côté la justice et de l'autre côté la direction d'une des plus grosses boîtes nationales d'une des plus grosses boîtes de ce pays. Le choix avait été fait pour cette mobilisation de ne pas être que sur un terrain défensif, même si bien évidemment tout ça est dit sans question morale, mais de ne pas être que sur l'axe contre la répression, et donc pour la relaxe, mais aussi de prendre le taureau par les cornes et de se dire aujourd'hui, il n'est toujours pas reconnu la légitimité pour cette boîte d'avoir viré de la fonction publique Yann et d'avoir licencié Gaël, y compris contre l'avis de tous les services. Et dans le cadre de Yann, c'était la première fois depuis les années 50 qu'un fonctionnaire était éjecté. Et donc, on a pris cette question-là de la campagne aussi d'une manière offensive, en disant on va mêler la question de la relaxe à la question de la réintégration, s'appuyant là-dessus aussi sur le fait que la Cour européenne des droits de l'homme
avait accepté de se saisir du dossier de Gaël pour sa réintégration. Ça ne dit rien sur l'aboutissement final et la décision. Mais ça veut dire que ce dossier est pris en compte et qu'on devait s'en saisir comme un élément, un point d'appui. Voilà, ni plus ni moins, sans envisager que ça puisse être gagnant. Cette mobilisation, elle s'est construite dans l'idée qu'il fallait qu'elle soit la plus large possible en termes de représentation politique, syndicale, associative, parce que c'est une des conditions d'unité de notre camp social que de s'adresser aussi à l'ensemble de ces organisations. Elle s'appuyait sur toutes les équipes militantes syndicales côtoyées depuis au moins une quinzaine d'années et qui avaient fait le choix à différentes reprises de rompre avec le renoncement de leur propre direction syndicale, qu'elle soit nationale ou intermédiaire, pour engager des bagarres plus âpres sur la question de la grève reconductible, sur la question des soutiens contre la répression, sur le soutien à des mobilisations qui, à des moments, engageaient des affaires de blocage ou d'illégalité, et qui avaient surtout compris que notre camp social ne gagnerait rien au sectarisme. Mais le troisième pilier de ça, c'était avec une orientation résolue sur la question de la relaxe, sur la question de la réintégration, et se donner les moyens de massifier ça, ce qui a abouti le 12 juin à un rassemblement de plus de 600 personnes, et le 10 juillet, jour de la décision, donc là où l'enjeu était bien moindre, parce qu'on avait la décision, environ 150 militantes et militants au mois de juillet. Donc ça, pourquoi c'est important de revenir sur ces expériences ? Parce qu'elles montrent comment on marche d'abord sur nos deux jambes, c'est-à-dire s'adresser à l'ensemble de notre classe sociale et de ses organisations pour massifier, pour rompre justement avec cette division permanente, moi dans mon syndicat, moi dans ma fédé, moi dans mon secteur, moi dans ma ville, moi dans je sais pas quoi, et en même temps marcher sur une jambe d'une orientation telle que nous l'avons discuté dans l'organisation. Cette campagne-là, elle a été le fruit, d'abord et avant tout, elle a été le fruit de deux choses: du choix fait par les postières et les postiers de notre organisation de mener depuis des années un syndicalisme lutte de classe qui est sans concession par rapport à tous les petits bouts et toutes les représentations patronales à tous les niveaux qu'il se situe, et de se donner les moyens par les grèves longues et déterminées qui ont été menées de matérialiser cette orientation, mais aussi par l'outil, le parti que nous avons, qui s'est mis en ordre de bataille, qui a discuté longuement chaque semaine de la campagne à mener, des organisations à contacter, donc qui a été une des chevilles ouvrières de cette mobilisation. Et donc ça, c'est un élément qui est quand même déterminant dans la manière dont on pose non seulement la question du regroupement, mais aussi du nécessaire rapport de force à construire. Ce qui se pose à nous aujourd'hui, et ça me permettra d'enchaîner sur la suite, c'est que, évidemment, et je vais tout de suite enchaîner sur comment ces réflexions-là qu'on vient d'aborder là, elles doivent nous aider à aborder la rentrée. C'est parce que avec cette date du 10 septembre qui circule depuis maintenant plusieurs semaines, on est obligé d'aborder la rentrée de manière un petit peu différente, mais de voir aussi comment ces expériences-là, elles nous aident. Elles sont des points d'appui, mais aussi de les réactiver. C'est-à-dire que là, le mois de septembre, tel qu'il se profile avec une date qui devient maintenant centrale. On verra
quantitativement, mais qualitativement, elle devient centrale, mais qui est entourée de tout un tas, d'ores et déjà, de dates sectorielles. Alors, les taxis d'un côté, la PHP de l'autre, la Fédé Chimie et Énergie, je crois, de la CGT. Donc, d'emblée, déjà, se pose à nous, dans nos discussions, la question de regrouper, la question de peut-être ressolliciter toutes ces équipes qui, à l'occasion du procès, qui, à l'occasion des tentatives qui ont été faites sur l'affaire des licenciements, qui, à certaines occasions de grosses mobilisations nationales ces 15 dernières années, ont mené des bagarres avec nous. Parce que sinon, on met le doigt de nouveau dans une situation de morcellement et de course à l'échalote pour tenter à un moment donné de construire un rapport de force face à ce gouvernement. Face à ce gouvernement qui, de fait, fait preuve ne met pas du tout de gants, ne se cache pas du tout derrière le fait qu'il défend les intérêts de la bourgeoisie et des capitalistes. Et les annonces du mois de juillet sont probablement, depuis le mandat de Bayrou, même d'avant, mais depuis vraiment ce mandat-là, les plus explicites. 211 milliards annoncés en juillet, d'après un rapport du Sénat, d'aide aux entreprises, qui pour autant licencient, et 50 milliards d'euros d'économies à faire, annoncées quelques semaines plus tard, avec en ligne de mire, évidemment, la question un peu symbolique des 2 jours fériés. Et donc, à partir de là, autour du 10 septembre, ce qu'on a envie un peu de discuter et qui va probablement couvrir nos jours là passés ensemble, c'est d'abord la question quand même de le prendre comme un point d'appui. Parce qu'il n'y aurait pas le 10 septembre, on n'aurait pas la discussion exactement de la même manière. On ne serait pas en train de se dire comment on prend le 10 septembre, comment on tente de le construire, comment la question de la grève, pas la question de la grève incantatoire, décrocher des grévistes, là où on travaille, mettre en grève nos services, convoquer des assemblées générales, on ne serait pas à discuter de ça. On sera à se dire, est-ce qu'à un moment donné du mois de septembre, il y aura une date de grève, ou bien devrons-nous attendre le mois d'octobre, novembre et du sempiternel vote du budget dont on connaît déjà un petit peu la couleur. Donc cet élément, il est important parce qu'il nous donne une autre perspective dans les discussions dès la rentrée. Est-ce qu'il y a des difficultés autour de cette date ? Bien sûr, il y en a. Les premières difficultés, elles sont pas liées à ceux et celles qui y appellent, et quelle que soit la manière dont on les caractérise. Les premières difficultés, ou le premier scandale d'une certaine manière, c'est que les organisations du mouvement ouvrier et syndical, en premier national, depuis les annonces du budget il y a plusieurs semaines et des économies à réaliser, n'ont rien proposé d'autre qu'un constat et qu'une litanie des malheurs qui acculent la classe ouvrière et la jeunesse. Mais la classe ouvrière et la jeunesse n'a besoin de personne pour se rendre compte des dégradations de ses conditions de travail et de vie. Elle n'a pas besoin qu'on lui explique puisqu'elle les vit. En revanche, ce dont elle a besoin, c'est d'un plan, d'une feuille de route pour dégager tout ça et dégommer tout ça. Et c'est ça en premier lieu, évidemment, le problème. Après, tout un tas d'autres problèmes peuvent s'accumuler, se faire jour. Moi qui suis enseignante, le mercredi, on bosse pas. Donc la question de la grève, elle va se poser avec un peu moins d'acuité dès le jour de la rentrée que ça va se poser dans d'autres secteurs. Néanmoins, la question du 10 septembre, elle nous permet de poser avec un petit temps d'avance par rapport à si on ne l'avait pas eu, la question de la nécessité du mouvement d'ensemble et de la grève générale. Cette question-là, elle est déterminante à mettre au cœur de nos discussions. Parce que bloquer, oui. Tout bloquer, oui. Tout dégager, oui. Mais si les travailleurs, les travailleuses sont sur leur poste de travail, ils ne sont pas en train de réfléchir à la construction de leur mouvement, à leurs revendications, à leur programme de lutte et à la direction de cette mobilisation. Et donc c'est pour ça que la question de la grève, elle est
d'abord central pour cette raison-là, en plus de la possibilité de bloquer toute cette machine qui opprime et qui exploite. Donc nous, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on a envie de prendre la discussion, en remettant donc en lien avec ce qu'on discute depuis tout à l'heure, la question du regroupement, parce que le 10 c'est après. Sauf que le 10 c'est après, en tant que militant révolutionnaire, on ne peut pas juste être interrogatif du 10 et après. On doit tenter aussi de réfléchir aux possibilités, aux conditions du regroupement, comme je le disais, mais aussi des débats et des échanges avec les militantes et les militants révolutionnaires et leurs organisations. On est bien sûr, on est petit, on est moins que d'autres. On va prendre un certain rouleau compresseur là, de la part d'organisations réformistes et notamment de la France insoumise qui s'est déjà positionnée. Et il ne faut pas du tout être fébrile par rapport au fait d'engager le débat. Oui, le 10 février, oui, la grève générale, oui, tout renverser, mais pas pour retourner dès le mois d'octobre aux urnes et faire fonctionner une machine pour avoir un bon Premier ministre ou une bonne Première ministre de gauche qui, si on reprend Castet, avait quand même fait des démonstrations localement de sa politique qui n'était ni de gauche, ni contre les oppressions, ni contre les licenciements. Donc ces discussions-là, il faut les aborder de front, mais en ayant nous-mêmes des propositions à faire, parce qu'on n'est pas la mouche du coche, ni des réformistes, ni on n'est pas attentiste face à une situation. Et pour poursuivre cette discussion, je laisse la parole donc à Damien sur l'illustration un peu concrète et le recensement des AG qui ont d'ores et déjà eu lieu et qui discutent du 10 septembre. Donc c'est sûr que ce 10, il bouscule la rentrée, pour le meilleur jusqu'à présent. Ça bouscule pas mal de monde, ça bouscule Mélenchon lui-même, hein, qui est passé de l'économie de kilomètres de manif à l'appel à la grève générale. Bon, est-ce que c'est la version 2.0 ? Pas forcément, parce que n'oubliez pas qu'au bout du bout, il s'agit de bien voter la motion de censure et surtout de bien voter à la fin. Bon, mais c'est un petit peu un autre ton. Ça bouscule quand même le paysage syndical, pas mal en fait. Un peu à deux niveaux pour schématiser et aller vite. À un niveau national, les confédérations, en tout cas la confédération CGT, est quand même assez emmerdée avec cette affaire. Ils sont d'ores et déjà obligés de se positionner. Ils ne peuvent pas du tout ignorer cette affaire-là. Donc vous avez eu des déclarations de Sophie Binet, de Laurent Brun, le numéro 2, pour dire en gros, oui, le 10 septembre, sympa, mais quand même, il faudrait que ce soit bien dans le cadre quand même du mouvement ouvrier, quoi. Parce que c'est ça qui compte quand même au bout du bout pour eux. Mais le fond de l'affaire, c'est quand même que ce qui les emmerde, c'est que la rentrée sociale, elle va pas se faire sur le calendrier habituel, avec la date intersyndicale, fin septembre, début octobre, tatati. Bon, là, il y a quelque chose qui surgit, et tant mieux. Et ça bouscule un petit paysage syndical à un niveau plus local, qui nous intéresse un peu plus d'une certaine manière, avec des militants qui ont envie de réagir. Alors, qu'est-ce qu'on a eu jusqu'à présent ? On pourra continuer la liste dans la discussion, mais il y a l'Union départementale du Nord qui a décidé d'appeler à la grève et à la manifestation. Il y a le syndicat FAPT, donc le syndicat de la Poste du 59, pareil. La Fédération nationale Sudrail, qui est le deuxième syndicat à la SNCF, qui a appelé à la grève et à la manifestation ce jour-là partout en France, bon, etc. Donc des choses quand même qui évoluent. Évidemment, pour nous, bien difficile de savoir si ce sera un mouvement, même à cette étape d'une certaine manière, une journée de mobilisation et de quel type. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas encore l'explosion sociale, mais ce qui est sûr, c'est que ça vient bousculer aussi des travailleurs. Bon, et pour le dire un peu très vite, mais il faut que un peu on ait tous ça en tête, et pour les camarades qui étaient un peu plus en vacances qu'au boulot, et tant mieux pour eux, il faut le savoir, ça en discute quand même dans les boîtes, ça en discute vraiment. Alors ça en discute pas genre dans toute l'usine, c'est la discussion du siècle, mais ça en discute dans les tournées militantes évidemment, mais aussi de manière assez spontanée, et sur un sentiment que je résumerai en disant qu'est-ce qui va se passer le 10 ? Les gens, ils ont envie de savoir. Les travailleurs, ils ont envie de savoir. C'est pas forcément encore j'en serai ou je veux que ça pète ou machin, mais il y a une attente en vérité que quelque chose se passe. Bon. Donc ça, il faut y répondre, bien évidemment. Alors, les AG qui se sont tenus jusqu'à présent, les AG d'organisation du 10 septembre qui ont regroupé quelque part, qui se sont déjà tenus un peu partout en France. Pour l'instant, ça n'a rien à voir avec les AG des Gilets jaunes, mais d'une certaine manière, c'est parfaitement normal, puisqu'on ne parle pas du tout de la même chose. Là, on a quelque chose qui n'a pas encore commencé d'une certaine manière, et donc on ne peut pas faire de comparaison qui serait trop hâtive.
Pour l'instant, ce qu'on a, c'est un public dans ces assemblées générales plutôt de militants, essentiellement de gauche, avec toutes les palettes, les anards, les autonomes, jusqu'à des militants syndicaux, syndicalistes, des militants politiques, et un milieu, oui, de gauche, de gauchistes, pas forcément organisé, mais qui baigne un petit peu dans ces atmosphères-là, plutôt quand même, il faut le dire, liés, des milieux un peu de centre-ville que du prolétariat profond. Bon, mais ces AG, elles ont quand même le mérite d'exister. Et puis, c'est pas tous les 4 matins qu'en plein milieu du mois d'août, vous avez à Lille, par exemple, donc chez moi, 83 personnes à la première AG la semaine dernière et 120 vendredi soir. Bon. Donc, on va vous retrouver au milieu d'un parc avec tout un tas de gens qui ont envie de discuter de comment on fait. Et bah, forcément, ça oblige à une certaine disponibilité, responsabilité, etc. Voilà un petit peu la situation telle qu'elle se présente, mais d'une certaine manière, pour nous, le problème sera encore et toujours un peu le même. Comme disait Armel, sortir de l'isolement tous ceux qui voudront lutter pour engager un bras de fer, que ce soit à l'échelle locale, et puis on l'espère surtout à l'échelle nationale, dans le cadre d'un mouvement qui pourrait se développer. La responsabilité qu'on a, c'est de créer le vrai débordement. Le vrai débordement, ce sera pas forcément... Enfin, ça sera pas... On n'est pas là pour opposer les choses. Mais en tout cas, nous, notre politique, c'est de faire que ce soit les travailleurs qui débordent. Et qui débordent qui ? Bah, évidemment, leurs ennemis de classe, mais aussi les appareils qui veulent en permanence les contrôler. Et ça impliquera des cadres d'organisation démocratique de la lutte. Voilà, c'est notre ritournelle à nous, les révolutionnaires, l'auto-organisation, l'organisation indépendante des travailleurs, des grévistes, des lutteurs. Vous l'appelez comme vous voulez. Et ça prendra bien des formes, mais c'est notre politique. Alors, sur tous ces plans, de la lutte contre les licenciements, au regroupement contre la répression, à la préparation de la rentrée sociale un peu agitée, sur tous ces plans, les révolutionnaires, ils assument une politique globalement commune aux yeux des travailleurs. Oui, il y a bien des nuances, des distinctions que nous faisons, que nous avons raison de faire et de discuter avec nos camarades de lutte ouvrière ou même de révolution permanente, et j'en passe. Mais aux yeux des travailleurs, la distinction entre les politiques des réformistes et des centrales syndicales et celle des révolutionnaires, elle est nette et elle peut s'exprimer. Et d'ailleurs, la plupart du temps, cette distinction, elle est comprise, elle est perçue. Et j'en veux pour preuve que ces derniers temps, les reproches au refus de l'unité de la gauche, ils ne se sont pas faits spécialement contre nous, plutôt contre cette gauche, justement, qui parfois avait bien du mal à s'unir. Alors bien sûr, c'est aussi lié à nos petits scores électoraux, contrairement à une autre époque, il faut bien le dire, mais c'est suffisamment notable. Alors si on prend la manière dont la situation politique s'exprime actuellement de manière très générale et à très gros traits, en fait, on constate des choses assez similaires dans beaucoup de pays impérialistes. On a une montée de l'extrême droite qui est extrêmement importante, voire son arrivée au pouvoir dans un certain nombre de pays. Et on a aussi la résurgence ou continuation de l'existence un peu conséquente d'une gauche réformiste qui se veut radicale dans son opposition politique, qui a un discours combatif et qui est tourné d'ailleurs vers ceux qui veulent réagir, agir, mais qui évidemment ramène tout en permanence à des solutions institutionnelles. C'est ce qu'on observe avec un certain renouveau de Die Linke en Allemagne aux dernières élections. C'est ce qu'on observe avec l'écho de Zoran Mamdani, le candidat qui a gagné la primaire démocrate à New York aux États-Unis et qui sait, sera peut-être le prochain maire de DSA, donc les Democratic Socialists of America aux États-Unis, qui est une sorte de... Oui, enfin bref, peu importe les comparaisons. Et c'est ce qu'on observe aussi avec la France insoumise en France, qui a su marquer des points sur la question de la lutte de solidarité avec le peuple palestinien et qui parvient de nouveau en cette rentrée avec l'écho autour du 10 septembre. Ces deux phénomènes, ce qu'il faut qu'on comprenne, cette résurgence, cette existence de cette gauche, allez, appelons-la réformiste radicale institutionnelle, bon, voilà, pour la situer malgré sa diversité. Ces deux phénomènes, cette gauche et cette extrême droite, et leur, quelque part, développement et attrait pour les travailleurs, il faut qu'on comprenne que ça ne va pas aller en s'amenuisant, bien au contraire. Et donc, si on veut y faire face, il nous va falloir, bien sûr, des arguments, des très bons arguments, mais aussi un petit peu autre chose. Il va nous falloir notre intervention sur le terrain de la lutte des classes pour, à toutes les occasions possibles, faire porter une politique à la tête des luttes ouvrières pour leur imprimer un certain sens. C'est ce que nous venons d'essayer de discuter, de décrire et d'ouvrir la discussion avec ce qu'on pourrait appeler donc cette politique de regroupement qui englobe beaucoup de choses, comme vous l'avez compris. Mais ça serait aussi nécessaire que l'extrême gauche, en particulier en France, le fasse aussi sur un terrain politique. En fait, on a quand même la chance d'être dans un pays où cette extrême gauche, les révolutionnaires, malgré sa taille et ses limites que nous connaissons, elle possède des organisations, ce qui est déjà pas rien, et quelque part un petit rapport de force politique face à cette gauche réformiste. Un petit rapport de force politique face à cette gauche réformiste.
Et donc se montrer, s'exprimer, agir, voire intervenir ensemble permettrait de faire exister un pôle aux yeux des travailleurs qui donnerait un peu corps à cette distinction que beaucoup comprennent quand cette distinction leur est rendue perceptible. Un pôle qui aurait sans doute un crédit un petit peu supérieur à la somme de ses parties. Donc c'est ça notre formule du pôle des révolutionnaires qui évidemment est à intégrer dans toute la discussion sur le refus de l'émiettement, à commencer par celui des révolutionnaires, et que nous voulons être capables d'exprimer ensemble auprès des travailleurs à toutes les occasions. Alors, dès la rentrée, je ne répète pas, sur le terrain de la lutte des classes, mais aussi lors des échéances électorales. Et c'est le sens des propositions de discussion, d'échanges qu'on a engagées avec notamment les camarades de lutte ouvrière, discussions qui sont en cours et dont on espère des conclusions évidemment positives. Oui, bonjour. Je suis donc Isabelle, je suis militante du courant démocratie révolutionnaire et voilà, donc je prends la suite dans la discussion et je crois que cette discussion, elle renvoie au contexte politique, social, économique, international. Tout le monde voit bien aujourd'hui que la situation nationale, elle s'inscrit dans un contexte bien au-delà. Et un contexte qui prend une dimension que personne ne maîtrise, qu'il s'agisse de la guerre commerciale qui n'en est qu'à ses débuts, de la question de la guerre en Ukraine, où tout le monde voit bien que de toute évidence, ce n'est pas un problème ukrainien, mais bel et bien une question internationale dans un contexte d'exacerbation des rivalités, où là aussi on voit pas trop quelle issue il pourrait y avoir du point de vue des capitalistes quand on voit la récente rencontre, une situation de militarisme, de multiplication des conflits à l'échelle internationale de l'Afrique à l'Azerbaïdjan, et avec l'abomination de la situation en Palestine. L'horreur absolue du génocide avec la complicité des grandes puissances, entre autres celle de la France. Alors cette violence insoutenable, ces contradictions, elles transforment les consciences de centaines de millions de travailleurs, de paysans, de jeunes, de femmes dans le monde entier, qui sont percutés par une société qui s'enfonce dans la barbarie, générée par un capitalisme toujours plus sénile et décadent. Avec, les camarades le notaient, la montée des extrêmes droites dans tous les pays occidentaux, un monde qui brûle au sens propre du terme, et qui détruit toutes les certitudes d'hier. Il y a une instabilité généralisée du capitalisme aujourd'hui qui crée une instabilité dans les consciences et une profonde révolte. Personne ne pense qu'il pourra y avoir des lendemains heureux, une issue pacifique, graduelle, au chaos qu'engendre le capitalisme. Alors, la succession d'événements inédits à laquelle on assiste et que beaucoup n'imaginaient pas, estimés probablement improbables il y a seulement quelques mois ou quelques années, elle percute tout le monde, et elle crée une situation inédite à l'échelle internationale comme nationale. Et ici, les offensives en cours, les provocations de Bayrou et Macron, le budget, les milliards d'économies sur le dos des plus précaires, des plus pauvres, des malades, pour un budget de l'armement qui n'en finit pas de gonfler, l'offensive sécuritaire et raciste, tout ça, ça fait partie d'une offensive globale des classes dominantes et du capital. Et dans ce contexte, cette accélération de la dégradation de la situation, on assiste, les camarades y ont largement fait référence, à une auto-organisation, elle aussi, qui est pour une grande part inédite. Alors, sans préjuger de ce que pourrait devenir le 10, c'est évident qu'il se passe quelque chose de profond, qu'il y a une énorme colère, un profond rejet du pouvoir et une volonté de s'organiser qui dépasse les organisations. Le mouvement, il est en train de se construire et il ne s'agit pas de faire des pronostics, mais une chose est sûre, cette initiative qui est partie de la base, en dehors des organisations, elle est en train d'être saisie par des milliers de militants de la lutte, et au-delà par tous ceux et celles qui veulent en découdre avec le gouvernement et les capitalistes, avec un très large écho dans une grande partie de la population, puisque je ne sais pas si vous avez vu le récent sondage, je crois que c'est 3/4 de la population qui dit approuver et penser que la préparation du 10 et du mouvement Bouclons tout est juste.
Alors, des centaines d'équipes syndicales, hein, parce que Damien, tu en citais quelques-unes, mais je crois qu'on en connaît tous beaucoup d'autres, de sections d'entreprises à des unions départementales ou des syndicats départementaux, y compris des dizaines ou des centaines de collectifs locaux, ont saisi la balle au bon ou sont en train de la saisir, appellent à la grève et à rejoindre le mouvement, et se font les militants de ce mouvement, et qui ne se passe pas que sur les boucles Telegram, mais sur les boucles Telegram, il y a des milliers de jeunes, de travailleurs, de militants, beaucoup de militants certes, mais pas que, en tout cas pas que des militants organisés, qui discutent de leurs revendications, des possibilités du mouvement, des moyens d'y parvenir, des perspectives, et ça, en effet, malgré l'hostilité, ou pour le moins la défiance des directions des organisations syndicales. On a entendu Binet parler je crois du côté nébuleux, qu'il fallait se méfier, je sais plus quelle était son expression, mais c'était l'équivalent, c'était pas celle-là, où on sent bien à la fois leur trouille et puis la trouille que ça leur échappe, donc très emmerdées. D'un mouvement qu'elles ne contrôlent pas et dont elles ont beaucoup de mal, elles aussi, à apprécier les possibilités de développement. Alors d'ores et déjà, ce que disait Damien, c'est que le mouvement, il a déjà donné un tout autre ton à la rentrée sociale, y compris, il a bousculé le calendrier des organisations syndicales qui ont été obligées de se réunir un 1er septembre, c'est dire. Bon, et quant à la gauche parlementaire, elle essaie de ramener le mouvement sur le terrain institutionnel. Tout le monde se range dans le soutien, l'accompagnement, dit fort, au mouvement, et Mélenchon qui en effet appelle la grève générale, mais avec l'objectif de la motion de censure. Mais ce qui est en train de se passer est profond, ça ne fait que commencer, et je pense qu'il y a peu de chances que ça se laisse canaliser facilement. Alors, comme le dit l'intitulé de l'atelier, cette situation, elle donne des responsabilités à l'extrême gauche, et pour y faire face, il est clair que les organisations d'extrême gauche, elles doivent changer de braquet. Le morcellement des organisations, leur ignorance réciproque, les rivalités, sont un obstacle majeur pour faire face aux responsabilités qui sont les nôtres. Et nous sommes aujourd'hui dans un moment de rupture, je crois que c'est une évidence pour tout le monde, y compris pour la presse bourgeoise, avec une idée qui s'impose un peu partout et à tout le monde, c'est on ne peut plus continuer comme avant. Et je crois que c'est vrai pour l'extrême gauche aussi, on ne peut plus continuer comme avant si on veut être utile à notre camp social. Alors pour ça, faut changer de logiciel, rompre avec les pratiques qui empoisonnent les mouvements révolutionnaires depuis des décennies, les pratiques sectaires, où toutes les organisations ont intégré le morcellement, ont intégré des relations ou l'absence de relations, ou des relations où on se parle de très haut, et qui théorisent leur existence séparée et leur autoconstruction. Et je crois qu'il s'agit, pour pouvoir aborder la période actuelle, de tirer quelques leçons du passé, et en particulier des occasions manquées des dernières décennies. Armelle revenait à juste raison sur le passé des mouvements sociaux, mais je crois qu'il faut aussi revenir sur le passé des occasions qui se sont présentées à l'extrême gauche et à ces organisations. Alors sans faire long, mais il me semble qu'il faut revenir à 68, qui a été un moment central pour l'extrême gauche, quand des milliers de jeunes, de travailleurs, en révolte contre la société réactionnaire qui était issue de l'après-guerre, et qui était écœurée par les politiques des directions syndicales, du PCF, qui avait participé à la reprise en main de la situation au sortir de la guerre aux côtés de De Gaulle. Des milliers donc de jeunes et de travailleurs qui avaient participé à la grève générale se tournaient vers ce que les staliniens appelaient à l'époque les gauchistes, c'est-à-dire les trotskistes, les maoïstes, les anarchistes, et plein de petites organisations qui fleurissaient. Alors peu s'en souviennent ou sont au courant, mais Lutte ouvrière avait alors une politique en direction de l'ensemble du mouvement révolutionnaire, toutes composantes confondues, et appelée à s'unir. Alors c'est une politique qui a eu peu de succès à l'époque. Seule la Ligue y a en partie répondu, même si Krivine a présenté tout seul sa candidature. Enfin, pas que la LCR a présenté la candidature de Krivine en 69 sans trop en discuter. Mais il y a eu des discussions entre Lutte ouvrière et la LCR, et des discussions suffisamment avancées pour que soit y compris envisagée la possibilité d'une fusion. Alors c'est pas allé au bout. Le mouvement a reflué, et à ce moment-là les divergences
divergences ont repris le dessus entre les deux organisations. La gauche reprenait, elle, à ce moment-là, les choses en main. En 71, Mitterrand appelait à la rupture avec le capitalisme au congrès d'Épinay du Parti socialiste. 10 ans après, cette rupture s'était transformée en force tranquille pour arriver au gouvernement et mener l'offensive contre les travailleurs. Mais ça a été une première occasion manquée pour le mouvement révolutionnaire dans une période extrêmement importante pour lui. Où les organisations d'aujourd'hui, pour un certain nombre d'entre elles, se sont constituées à ce moment-là. Et jusque les années qui ont suivi les années 80, la gauche au gouvernement, ont été des années extrêmement difficiles pour le mouvement révolutionnaire qui s'est retrouvé quand même pour une grande part marginalisé, jusqu'aux années 90 où là les violentes transformations du capitalisme suite à la chute de l'URSS ont amené une fraction des travailleurs et de la jeunesse à se tourner à nouveau vers l'extrême gauche. Les 5% d'Arlette en 95 à la présidentielle ont été une première expression et qui était une première là pour le mouvement révolutionnaire d'avoir 5% dans le cadre d'élections tout à fait institutionnelles. Et Lutte ouvrière, suite à ça, a appelé à la constitution d'un parti des travailleurs, mais un appel qui a vite fait marche arrière avec une dérobade qui a été jusqu'à exclure ceux qui, dans Lutte ouvrière, essayaient de donner un contenu concret et militant à cet appel. Les camarades dont je fais partie, qui étaient à l'initiative du courant Voix des travailleurs. Alors, aucune autre organisation, à ce moment-là, n'a été en mesure de prendre une initiative, même si 3 ans plus tard, même si, oui, dans quelques années plus tard, plutôt, 4 ans, en 99, LO et LCR se sont unis, mais sur un terrain strictement électoral, mais ont néanmoins obtenu 5 élus révolutionnaires au Parlement européen. Mais une étape dont il n'a pas été fait grand-chose, pas plus qu'en 2002, quand l'extrême gauche a obtenu plus de 10%, les 3 candidatures trotskistes à la présidentielle, mais il n'y a pas eu non plus de lendemain, alors même qu'à ce moment-là, Le Pen créait une onde de choc en parvenant au second tour des élections. Alors ça, jusqu'à l'initiative prise par la LCR pour constituer le NPA, qui malgré ses ambiguïtés, s'est inscrit comme une étape pour regrouper les anticapitalistes et les révolutionnaires. Mais dans une période où la crise de 2007-2009 ébranlait le monde au sens propre, avec des mouvements qui sont apparus dans les années qui ont suivi, les indignés jusqu'aux révolutions des printemps arabes. Mais les ambiguïtés qui ont présidé à la naissance du NPA, elles n'ont pas pu être tranchées dans la mesure où, au sein du NPA, le débat stratégique a été reporté sine die, et les 2 orientations qui s'y disputaient, celle de la 4e internationale pour la politique dite des partis larges et celle pour la constitution d'un parti révolutionnaire des travailleurs, n'ont pu être levées dans le cadre d'un débat et nous n'avons collectivement pas trouvé la force de mener ce débat-là, de porter la perspective d'une autre direction qui puisse porter une autre perspective, que la scission qui de fait était annoncée sans être, si on n'était pas en mesure de mener ce débat et d'aborder la question stratégique ensemble. Alors aujourd'hui, la question, c'est pas de refaire l'histoire, mais de voir à quel point ces occasions-là, et le fait qu'on les ait manquées, elles soulignent le besoin de tourner une page au moment où s'ouvrent de nouvelles perspectives pour le monde du travail et de la jeunesse. Parce que la crise sociale et politique que nous vivons, et je le redis, l'aspect national, il s'intègre dans un contexte international. Elle donne une actualité nouvelle aux idées du socialisme et du communisme, aux idées de la révolution, de nouvelles générations qui aujourd'hui font converger toutes les révoltes, ont soif d'idées pour comprendre le monde, pour pouvoir le changer, pour penser une autre société. Et ce que nous disons, quand nous disons que les conditions objectives et subjectives d'une transformation révolutionnaire n'ont jamais été aussi développées, je crois que ce qui se passe aujourd'hui, ça en donne une nouvelle illustration.
la contradiction qui existe entre les possibilités techniques extraordinaires, les connaissances scientifiques, le niveau de développement de culture à l'échelle internationale et la barbarie du monde dans lequel on vit n'ont jamais été aussi grands, violents, créant des centaines de millions, pour des centaines de millions d'exploités, de jeunes, une urgence nouvelle, concrète, la nécessité d'une autre société, d'une planification de la production, et pour cela de la remise en cause de la propriété privée capitaliste et de l'appropriation, la nécessité de l'appropriation collective, prend une actualité de fait beaucoup plus urgente et nouvelle. Et dans ce contexte, l'extrême gauche, et en particulier notre organisation, puisque là nous parlons de nous et de quelle manière nous pouvons agir, aussi modestes que nous soyons, nous avons des possibilités importantes. De par notre propre histoire, la richesse des différents courants qu'il compose, notre NPA, il occupe de fait une place à part. Mais la politique pour un pôle des révolutionnaires, c'est pas une simple question de bonne relation entre les différents courants et entre les différentes organisations, mais c'est une question d'orientation, de compréhension commune de la période et des tâches, de stratégie globale pour armer la révolte du monde du travail et de la jeunesse. Alors la rentrée, elle nous ouvre de fait de larges possibilités. L'énergie de la lutte et de la jeunesse, l'organisation démocratique, le besoin de débat, d'élaboration collective, l'unité nécessaire au combat pour formuler une politique dans la mobilisation, mais ça s'impose aussi au mouvement révolutionnaire lui-même. Avec l'enjeu, Damien le soulignait, de ne pas laisser l'initiative au populisme de gauche. Et toutes celles et ceux qui aspirent à prendre leurs affaires en main, toutes les militantes et les militants de la lutte, sont aujourd'hui soumis aux mêmes pressions sociales, aux mêmes conditions qui permettent l'émancipation des consciences, des rapports de domination, le besoin de tout repenser. Alors la période dans laquelle nous sommes entrés, elle crée d'une certaine manière les conditions d'une révolution culturelle et organisationnelle du mouvement révolutionnaire et des possibilités nouvelles pour sa refondation. Et la révolte que suscite la barbarie capitaliste, elle bouscule les consciences de tous, les routines, les conformismes, et elle crée les conditions pour rompre avec les sectarismes dont sont prisonnières les organisations du mouvement ouvrier et du mouvement révolutionnaire, puisque c'est plutôt celui-là qui nous importe. Alors il n'y a aucun automatisme, il s'agit d'une bataille politique, mais les bouleversements en cours, ils peuvent, je pense, fournir l'énergie nécessaire à la formation d'un front démocratique et des révolutionnaires et ouvrir la voie à la refondation du mouvement révolutionnaire et à l'émergence d'un parti des travailleurs.